Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Boucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, et pour le dernier épisode de la première saison de Flamboyante et Entrepreneuse, j'accueille une femme qui depuis toujours aime le vivant, le végétal, la nature, la cuisine, l'histoire et le voyage, et qui a pris l'habitude de rencontrer l'autre à travers sa cuisine, justement. D'ingénieure agronome, elle est tombée dans l'informatique, elle a travaillé dans différents pays et exercé différents métiers avant de se dire « c'est le moment de monter ma boîte ». Elle a alors créé son entreprise, comme ça, sur une intuition forte basée sur aucune notion comptable, après une année popcorn, comme elle la nomme, durant laquelle elle a tout imaginé comme job et domaine d'activité. Fondatrice de la boutique et marque des épices à ma guise, Sylvie Jobin source, sélectionne, assemble des épices principalement venant d'Inde depuis 2010. Elle a même écrit un livre en 2019, Le Petit Traité du Poivre, distingué par le prestigieux prix culinaire international de l'Académie Gourmand World Cookbook Award, qui a été élu meilleur livre culinaire du monde dans la catégorie épices, parmi 227 pays en lice. Donc rien que ça pour Sylvie. Je suis très heureuse d'accueillir Sylvie au micro de Flamboyante. Bienvenue Sylvie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous partager votre humeur du jour ? Écoutez, ça va. Énormément d'administratifs comme tous les patrons de boîte, mais ça va. Ça va vous faire une petite pause dans l'administratif. Exactement, et une pause bienvenue. Je vous invite également à vous présenter comme vous le souhaitez. Alors, effectivement, vous l'avez dit, donc j'ai fait des études en agronomie. Je suis tombée dans l'informatique un peu par hasard et parce que je voulais avoir toujours mon indépendance financière, donc il était hors de question que je n'ai pas de travail. Donc ça, c'est aussi un moteur important de ma vie. Et puis, à un moment, l'informatique, ça manquait un petit peu de poésie. Et j'avais plus beaucoup de... Vous savez, on arrivait à un âge où les enfants, les études sont payées, la maison est payée. Donc, il y avait plus beaucoup de contraintes financières. Donc, avec mon mari, parce que c'est important d'avoir le soutien de sa famille, on s'est dit que je pouvais me lancer, même si je gagnais pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas de souci structurel dans la famille. Et parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais senti, mais que ça a été plus dur que prévu. C'est la charge de travail et la rémunération très faible au démarrage. Donc, si l'entourage n'est pas là, ça peut coincer. Et moi, j'avais un mari en or. Voilà. Donc ça, c'était super. Et puis, petit à petit, non, mais c'est vrai, c'est super important. Et puis, petit à petit, on a grandi, on s'est pris des gadins, on a rebondi, on s'est repris des gadins, on a rebondi. Et puis maintenant, on est 6. J'ai qu'une équipe de filles. Ça a été un choix aussi de... Ouais, vous allez nous raconter. Ouais. Bon, ok. Vous allez nous raconter tout ça après dans le détail. Okay. C'était les grandes lignes. Mais vous pouvez nous raconter, peut-être nous dire ce qu'entreprendre vous a appris à aujourd'hui. Alors effectivement, justement, je suis pas du tout la même personne. Enfin, je suis pas la même personne qu'il y a 15 ans. La boîte maintenant a 15 ans, donc j'ai commencé à la monter il y a 16 ans. J'ai les mêmes compétences techniques, j'ai plus de compétences culinaires, j'ai plus de compétences administratives, etc. Ça, c'est des compétences, on va dire, métiers. Par contre, humainement, je suis pas la même personne. Et ça, c'est super important. C'est que
c'est pas forcément mes rencontres avec mes clients ou mes producteurs, mes fournisseurs, les voyages qu'on a pu faire, etc. Ça, forcément, ça change, mais comme tout voyage, comme toute rencontre, on va dire, dans le business. Ce qui m'a profondément changé, moi, c'est la gestion de mon équipe. Ouais. Avant, je travaillais beaucoup dans un milieu, on va dire, masculin, que ce soit en agronomie ou en informatique. Et je travaillais avec des consultants, donc des gens totalement autonomes, totalement indépendants, limite des vieux briscards qu'on pouvait pas gérer. Donc, avec plutôt un management un peu autoritaire, voire conflictuel, voire toujours dans le factuel, toujours à se justifier, toujours à marteler, mais toujours factuel et on va dire technique comme management. Et là, petit à petit, j'ai 5 filles et c'est pas du tout le même truc. Et j'ai énormément appris d'elles. Au début, ça a été difficile parce qu'elles travaillaient beaucoup en collectif. On a eu très vite monté à 3-4 dans l'équipe. Elle travaillait beaucoup en collectif et moi je disais mais non, mais toi ton job c'est faire ça, fais ton job, t'aideras la copine que si vraiment elle avance pas. Alors que elle s'entraide tout le temps et donc moi quand je donnais une tâche, ça prenait plus de temps que prévu parce qu'elle s'était entraidée et j'étais là mais c'est pas possible, mais faites votre job comme je l'ai demandé et puis si l'autre a un problème, elle vient me voir et c'est mon boulot de l'aider. Et ça j'ai eu un mal de chien et en fait j'ai lâché parce que comme je n'y arrivais pas à faire comme je voulais, il a fallu que je lâche. Et ça m'a coûté énormément. Mais c'était ça où c'était des conflits réguliers et des trucs qui se faisaient en douce parce qu'elle voulait pas me le dire. Enfin, mon Dieu, ce que ça a été compliqué. Et ouais, après, une fois que j'ai lâché moi et que la notion de collectif, je l'ai intégrée, et ça c'est le grand pas que j'ai fait personnellement, tout va mieux. Tout va mieux. Et j'essaye. Alors, mais ça m'arrive de dire, attendez, si je compte, mais c'est bête, mais on a une boîte à gérer, donc il y a des finances. Si on compte le salaire, les charges sociales, etc., quand t'aides ta copine, en fait, ta collègue, ça me coûte de temps, alors que tu fais pas ton boulot. Et je suis là, mais non, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et mais à chaque fois, je me dis, mais non, parce que en fait, en s'entraidant, elles avancent mieux. Mais il y a toujours cette vision comptable et mais je suis carrée en plus, donc cette fiche de poste, ce poste, cette tâche, ce projet, donc c'est tac, 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 tac. Et tout à coup, je vois que ça dérape, ça cède. Je suis là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je me force à dire, non, non, elles ont raison, elles ont raison. Donc maintenant, c'est intégré, mais au début, c'était vraiment contre nature pour moi. Et c'est ça qui m'a le plus changé. Alors que, étonnamment, je n'aime pas contrôler le travail des gens. C'est-à-dire que j'aime bien que les gens soient autonomes. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je déteste dire alors est-ce que tu as bien fait ça, est-ce que tu as bien fait ça, etc. Donc j'aime bien donner des directives et arriver à la fin pour voir si c'est fait, mais pas contrôler au fil de l'eau. Donc en fait, c'est toujours cette notion collectif, indépendance, autonomie. C'est vraiment quelque chose de très pas spirituel, mais c'est vraiment très fin à gérer. Parce que la différence déjà entre autonomie et indépendance, tout le monde l'a pas. Moi, je sais ce que je veux, mais c'est difficile à faire passer. Et après, la gestion projet très stricte et la gestion collective, c'est encore autre chose. Et quand les 4 arrivent à bien fonctionner, c'est génial. Mais ça a pris du temps. Et là, ça fonctionne. Mais ça m'a pris 10 ans, quoi. Pour que tout le monde, mais voilà, que moi y compris, on soit tout le monde en face. Et là, mon équipe, la plus jeune, a 4 ans de société, donc en fait, j'ai une équipe qui est soudée et la plus vieille a plus de 8 ans, presque 10, ouais. Donc il y a plus, enfin maintenant mon équipe, il y a plus de comment dire, il y a plus d'années avec cette notion de collectif et d'autonomie que sans. Donc ça y est, ça marche. Mais ça m'a pris 10 ans, ouais. Et j'ai changé là-dessus. J'ai énormément changé là-dessus. C'est rigolo, hein? Je pensais pas. C'est hyper intéressant. Bon, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Sylvie. Merci et déjà. Oh mais c'est bien, c'est super. On y va. Vous avez l'air tonique. On y va. On est parti. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes lignes de votre aventure professionnelle et entrepreneuriale? Parce que ce qu'on a envie de comprendre aujourd'hui, c'est d'où vous venez et toutes ces années dans l'informatique où, alors déjà, il y avait l'ingénierie agronome, ça c'est quand même quelque chose, c'était un peu le choix du cœur de base. Et puis après, l'informatique, un peu le hasard, et quand même beaucoup d'années. Et puis après, cette entreprise des épices à ma guise, est-ce que vous pouvez nous raconter ce chemin et
comment ça s'est déroulé pour vous dans cette aventure pro? Alors, dès que j'étais petite, moi, j'aimais les animaux et les fleurs. Le végétal. Je crois que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les fleurs, le végétal, etc., etc. Et les animaux aussi. Et je m'étais dit, j'aimerais bien être vétérinaire. Et mes grands-parents avaient une ferme, et je me disais, mais si je suis vétérinaire, je suis coincée dans un terroir, je peux plus bouger. Je suis vétérinaire, je vais gérer les vaches, les chèvres, etc., des voisins. Je vais me marier, avoir des enfants, et je vais être coincée dans un terroir. Alors, c'est bien, mais c'est pas du tout, ça m'allait pas, ça. Alors j'ai dit, je vais pas faire veto, donc, mais je voulais toujours mon indépendance financière. Et ça, c'est hyper important. Je voulais pas dépendre d'un mari pour m'acheter un jean ou aller au resto ou que ce soit lui qui paye tout. Enfin, oh, mon Dieu, ça je voulais pas. Donc j'avais deux. Il y avait une envie, c'est de travailler avec la nature, et deux contraintes, qui étaient l'indépendance financière et ne pas être coincé dans un lieu. Donc quand vous avez 15 ans et vous devez choisir votre bac, vous dites, je prends le bac. C'est quoi le plus générique? Ok. Donc je prends un bac maths. Et puis après, il faut que je choisisse. Ah non, j'ai pas envie d'aller en fac. Toujours la même chose. C'est je voulais pas rentrer dans un truc trop strict parce qu'en fait, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire. Je serais jeune maintenant, je sais ce que je voudrais faire. Enfin, les gens ont beaucoup évolué aussi sur l'antimondialisation, les filières écolo, etc., etc. Mais à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, je me retrouvais pas. Soit il y avait l'industrie agroalimentaire, etc. Voilà, j'arrivais pas à trouver ma voie. Donc, en fait, ne trouvant pas ma voie, j'ai poussé au plus loin les études pour pas avoir à choisir. Donc, entre la fac et un diplôme d'ingé, j'ai préféré le diplôme d'ingé parce que ça m'ouvrait plus de portes, en fait. Je n'avais pas à choisir. Et à la fin de mon diplôme d'ingénieur, c'était en 95 à peu près, ouais, c'est ça. Il y a eu une récession en France et plus personne trouvait du boulot. Et les boîtes d'informatique, comme il n'y avait pas encore de diplôme d'informaticien, cherchaient des ingénieurs et les formaient. Et le mec qui m'a croisé m'a dit, et en fait, on vous paye 3 mois à Dallas pour vous former. Ah, j'y vais. Donc, je suis tombée dans l'informatique parce qu'il y avait 3 mois de formation à Dallas, voilà. Tout payé. Voilà. Et alors, donc, j'étais dans une très grosse boîte américaine, et ce qui m'a permis de faire différents métiers et de travailler dans différents pays. C'est toujours cette bougeotte, c'est-à-dire que je ne voulais pas être dans une case. Et tous les 2-3 ans, je changeais soit de métier, soit de pays. Souvent les deux. Bon, au bout d'un moment, les grosses boîtes américaines m'ont commencé à m'agacer un peu parce que c'est un peu trop militaire comme fonctionnement. Donc je suis descendue de taille de boîte et je suis allée donc en Belgique, et je suis revenue en France. À un moment, j'avais envie de reparler français et puis d'être en France. Et en fait, après, j'ai descendu de taille. Donc je suis allée à Paris, et puis un jour, je me suis dit, bon, je veux quitter Paris parce que je m'y retrouve pas. J'ai regardé la carte de la France et je dis, bon, où est-ce que je veux m'installer? Donc j'ai fait mes études à Rennes, donc il est hors de question que j'aille à Rennes. J'avais pas envie d'aller dans le sud parce que une autre culture d'amis, etc. Et je savais que j'allais pas m'y installer proprement. L'Est, c'est un peu trop loin de la mer. Enfin bon, bref, je venais de Belgique, donc pas le Nord, donc l'Ouest. Donc j'ai regardé la carte de la France, j'ai dit tiens, Nantes, ça a l'air sympa. Il y a Jules Verne, en plus, ça a bercé mon enfance. Donc j'ai mis mes meubles, j'ai donné ma démission, j'ai mis mes meubles dans un garde-meubles. Et je me suis pris un hôtel à Nantes et j'ai cherché et une maison et un boulot. Ça, c'était en 97 à peu près. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ma maison, et puis je suis retombée dans l'informatique jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mari. Et puis la vie a continué. Et au moment où il y avait plus de charges fixes pour la maison, et puis que j'en avais un peu marre d'être toujours dans ce milieu un peu mec, un peu macho, un peu técos. C'était intéressant intellectuellement, mais j'en avais un peu assez. Donc voilà, j'ai lancé des épices à ma guise, un peu comme ça. Un peu comme ça. Alors j'ai fait un business plan pour aller voir le banquier, mais je l'ai pris, je l'ai donné au banquier, puis je l'ai jeté. Après j'ai avancé. Une belle Parlons-nous du inconscience. business plan justement, Sylvie. Là, moi j'ai une idée très précise sur le business plan. Je vous écoute sur le sujet. Alors, comme je voulais faire un truc atypique, qui était autour des épices, c'est-à-dire dans un premier temps, acheter des mélanges tout faits, mais dans un deuxième temps, très vite, importer et faire mes propres mélanges. Il n'y a pas de business plan type, il n'y a pas de business plan que vous pouvez acheter. Et j'avais pas de modèle.
Il y a d'autres sociétés qui font ça, mais pas toutes ces. Moi, j'ai ma filière, elle est totalement verticalisée, pratiquement du producteur jusqu'à mon mélange d'épices. Et je trouvais des sociétés qui faisaient un bout ou un autre bout, mais pas de société qui faisait l'ensemble. Donc, j'avais pas de modèle. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée à la CCI, j'ai dit, je veux monter une épicerie fine. Ils m'ont fait un business plan classique. Je suis allée voir la banque. Ils m'ont donné mes sous. J'ai jeté le business plan et puis j'ai avancé. Alors, c'est très inconscient, surtout à Ancenis, qui est toute une petite ville. Mais comme dans l'informatique, je me suis dit, si je fais des pépites assez rares et si je le fais savoir, ça va marcher. Je suis dans une niche et je vais développer ma niche. Soit je fais du tout venant et dans ces cas-là, il faut que je fasse du volume, etc. Et du faire. Et c'est du facile, hein. J'achète mes épices toutes faites chez telle marque. Je fais une épicerie fine classique, mais moi ça m'intéressait pas intellectuellement. C'est pas l'accueil du public moi qui me meut. C'est vraiment la créativité, le marketing. Le sourcing, etc., etc. Donc moi j'ai une copine qui a une épicerie fine, elle est devenue cliente. Elle, son truc, c'est de parler de tous ses producteurs et de ses artisans, et elle est très bien dans son petit magasin. Moi, j'étouffe enfin, j'adore mon magasin, mais quand je suis obligée d'y rester tout un mois quand les filles sont en vacances, au bout du mois, je suis pas nourrie, en fait. J'adore les gens, mais à un moment, il me manque quelque chose. Il me manque d'aller à mon atelier, il me manque plein de trucs. Et à l'atelier, je m'éclate, voilà. Et donc, je m'étais dit, si je fais une niche précise, d'experts, et que j'en parle, ça va forcément fonctionner. Ça va prendre du temps, mais ça va fonctionner. Voilà. Et ça fonctionne. Et ça a pris du temps. Alors, en plus, ouais, évidemment. Ce qui est ultra malin, c'est que il y a 15 ans, vous êtes parti sur une idée très novatrice, qui est la vente en vrac. Aujourd'hui, ça nous semble complètement normal, ça nous semble basique, sauf qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et vous avez développé la vente en vrac dans une boutique un peu excentrée, puisque je le dis pour nos auditeurs, nos auditrices qui sont pas du coin. Votre boutique, elle est à Ancenis, c'est une ville, on va dire, dans les Nantes, de taille moyenne, mais bon, c'est vrai qu'une épicerie fine avec des produits ultra pointus vendus en vrac, ça veut dire qu'on peut s'acheter juste une petite cuillère d'une épice, c'est complètement novateur il y a 15 ans. Ah oui, il y a 15 ans, c'est pour ça que je l'ai appelé des épices à ma guise. En fait, le mot vrac, comme vous le dites, n'existait pas. Donc, et moi, j'étais là. Il y a des recettes. Quand vous regardez votre placard épices, vous avez forcément, je sais pas, un pot de cardamome moulu qui a au moins 3 ans parce que vous l'avez acheté pour une recette, mais il a plus de valeur, il est dépassé. Et je m'étais dit, mais c'est complètement idiot. En Inde, on peut acheter, ou au Maroc, on peut acheter un petit peu d'épices. Donc pourquoi pas le faire en France? Et c'était le à ma guise. C'est comme ça que j'ai fait ça. Mais effectivement, c'est totalement novateur. Mais des fois, quand on a raison trop tôt, c'est un peu plus dur que quand on a raison au bon moment. Et ça a toujours été. Ouais, ça s'appelle Ça s'appelle la prospective. C'est une innovation. Vous étiez dans la prospective, mais parfois quand on sort des concepts un peu trop tôt, effectivement, on peut avoir un flop, ou alors ça peut être très long à développer parce que les gens sont pas prêts en termes de comportement à adopter des nouveaux usages, des nouvelles fonctionnalités, un nouveau mode de vie, en fait. Voilà. C'est ça. Donc j'ai tout de suite aussi fait du conditionné parce que je me suis aperçue que le vrac c'était compliqué. Donc j'ai fait aussi du conditionné. Voilà. Mais mais j'ai souvent, enfin, je veux pas paraître orgueilleuse, mais j'ai souvent raison trop tôt. Il y a quelques années, j'ai lancé tous les champignons, on va dire, de médecine traditionnelle chinoise, comme le cordyceps, etc. Et j'ai fait des mélanges de champignons, par exemple pour le café, pour le chocolat, enfin pour les desserts. Enfin, c'est super. Sauf que ça n'a pas démarré. Et là, on commence. J'ai vu une naturopathe qui m'a parlé du Nuancement, etc. Mais ça fait 5 ans que j'ai mis ça sur mes étagères. Ça fait 5 ans que j'ai les étiquettes. Ça fait 5 ans que j'ai les recettes. Et ça fait 5 ans que j'essaye de convaincre mon équipe que ça va marcher. Et puis à un moment, on se dit, on arrête, quoi. Et au moment où on arrête, hop, ça marche. Et donc je me méfie de moi maintenant aussi. Donc quand je fais mon plan.
vous êtes visionnaire, donc vous avez un petit peu d'avance. Faut peut-être se dire ça, c'est pour dans 3 ans. C'est Si j'y ça, pense c'est maintenant, ça, c'est que ça va marcher dans 3 à 5 ans. c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne fais pas de stock, je ne fais pas d'étiquette, je ne fais pas de process. Je mets ça de côté. Et maintenant, il y a un truc qui est génial, c'est on fait un plan marketing avec les filles en début d'année. Et c'est toujours ce que j'ai voulu, mais il fallait que l'équipe soit et soudée et parfaitement formée et, et ne pas être... Parce que c'est encore un problème de temporalité. L'équipe, de toute façon, elle a une temporalité du quotidien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin, on l'accueille. À l'atelier, il y a une commande ou une demande du magasin, on le fait. Donc, on est vraiment dans le quotidien. Et quand on est commercial, et donc j'ai maintenant une commerciale, on est un peu plus loin. Et quand on est dans le marketing ou la recherche et développement, on a une temporalité qui est encore plus loin. Et les trois sont difficilement conciliables. Et ça aussi, ça a été un truc qu'il a fallu que j'apprenne. J'apprenne à faire passer. Et donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Donc, vous voyez, sur 15 ans, ça fait que 3 ans que j'ai réussi à faire un plan marketing en accord avec toute l'équipe en début d'année et que tout le monde l'intègre. Ne voit pas ça comme des contraintes, ne voit pas ça comme une angoisse, il va falloir. Ne voit pas ça, mais comment on va faire aujourd'hui? C'est-à-dire que la temporalité en 3 temps, ça y est, tout le monde l'a. Et ça a mis plus de 10 ans aussi à se faire. Et maintenant qu'on a un plan marketing, et à chaque fois, je leur dis, on suivra pas à 100%. S'il y a un truc qui se lance pas au mois de juin parce qu'il n'y a pas la matière première, on a trop, enfin bref, on le met l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, ça y est, c'est intégré. Et même maintenant, on commence à rentrer celui de 2026 en disant, non, ben là, ouais, t'as raison, mais là, on a trop de trucs, on va le faire en 2026. Donc ça, c'est génial parce que ça aussi, c'est un truc qui est compliqué dans une équipe, c'est cette notion de temporalité. Et une fois qu'on l'a acquis et que l'équipe l'a acquis, bah, c'est super, quoi. C'est super. Et il y a une légèreté aussi. En disant, quand je dis, tiens, j'ai une idée, les filles, maintenant, elles rigolent. On est 2027 maintenant, hein, c'est bon. Hein. Donc ça, c'est super parce que il y a plus d'angoisse. Quand je dis, bah, tiens, j'ai une idée, il n'y a pas cette notion, il va falloir le faire maintenant. Et c'est vraiment ça. Et en fait, pour faire passer tout ça, j'ai fait appel à une coach. Alors, c'était du coach de bonheur d'entreprise, mais surtout, c'était parce qu'on avait vraiment un moment, on a eu un problème entre l'équipe et moi. Il y avait même une rupture de confiance. Enfin, c'était très, très dur pour tout le monde. Donc, j'ai fait intervenir une coach en entreprise, mais basée sur le bonheur, définir les profils, etc. Ce qui étaient les causes angoisses, ce qui étaient les causes qui ressourçaient chacune, moi y compris. Et en fait, ça a permis à tout le monde de comprendre comment l'autre travaillait. Alors, ça m'a coûté un bras, mais vraiment, mais je ne regrette pas parce que ça a insoudé l'équipe et ça a permis de refaire le lien entre elle et moi. Parce qu'il y a eu un moment, le lien avait vraiment été cassé. Parce que je comprenais pas pourquoi elle comprenait pas. Et moi, elle me comprenait pas en disant, mais attends, il y a le quotidien, on travaille ensemble. Enfin, vraiment, il y a eu un peu un clash avant le Covid, ou après le Covid, enfin autour du Covid. Et ça, cette coach-là, ça a été très très bénéfique et je regrette pas de l'avoir fait. Et si j'avais su ça, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Ouais, je l'aurais fait Ouais, beaucoup. ça, c'est hyper Ouais. intéressant. Finalement, c'est une compréhension du mode de fonctionnement de l'autre Ouais. et qui crée la rupture. Et c'est vrai qu'avec les neurosciences, alors c'est pareil, moi j'ai 60 ans, je fais partie d'une génération où on parlait pas de neurosciences. On parlait peut-être de la motivation, mais alors souvent la motivation, alors même surtout en informatique, la motivation c'était les primes, hein, c'était l'argent. On parlait un peu de la reconnaissance, ok, mais ça allait pas plus loin. Donc j'ai pas été baignée dans même si intellectuellement et humainement j'aime bien que les gens soient heureux autour de moi, mais j'ai pas été baignée dans ces neurosciences. Et vraiment, alors maintenant c'est trop tard, mais si j'avais su ça, j'aurais fait appel aux neurosciences et à cette consultante dès que j'avais embauché une première personne, dès la première embauche. Comme ça, la première embauche, c'est moi ce qui me ressource, et même moi, et elle, je sais ce qui la ressource, ce qui l'a fait flipper, et donc on minimise les conflits. Et on minimise les incompréhensions, on minimise les tensions. Surtout que, par exemple, nous, à Noël, on a énormément de travail. Donc, on a une forte saisonnalité. Donc, à Noël, moi, mon vernis politesse, il disparaît. C'est parce qu'on est dans l'action, parce qu'on fait 4 mois ou 3 mois en un. Il faut pas se le louper, ce Noël-là. Parce que si on se le loupe, on coule l'année d'après. C'est dangereux. Donc, c'est vraiment, c'est très fort.
Donc c'est vrai que j'ai tendance à être extrêmement directive. Alors même si je dis: «Excusez-moi, je suis directive», ça suffit pas. Donc maintenant que l'équipe, se connaît, en fait, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple et je suis beaucoup moins directive parce que tout est compris en amont. Donc on a commencé à parler de Noël, nous, au mois de début mai. On commence à préparer Noël au mois de mai. Si j'avais fait ça il y a 5 ans, les filles m'auraient dit: «Mais c'est même pas la peine, quoi». Et c'est tout ça qui Mmh. s'est mis en place. Et la coach nous a vraiment, on a fait des tests, psychologiques qui ont ressorti les différents profils entre les managers, les vrais managers, les gens qui sont, les gestionnaires, les créatifs et cetera et cetera. Et c'est très bien. Tout le monde des fois même, enfin maintenant c'est un peu plus vieux, mais à une époque on disait: «Non mais alors ton côté gestionnaire là, tu nous le laisses». En rigolant, on avait développé un langage en commun et quand il y avait un défaut chez l'autre, enfin un défaut, un comportement qui pouvait être un peu heurtant, on remettait le mot dessus et donc il était plus heurtant parce qu'on le prenait plus pour soi-même. Et là, toute l'équipe le gérait bien. Donc ça, c'était ça, Mmh. j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Ça, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est de le faire très, très vite. Dès la première embauche, en fait, pour avoir un langage commun. Et même dans une petite équipe, parce qu'on pourrait se dire que ça, on le fait quand on a 15, 20 personnes, mais Alors, finalement, à l'échelle de 5, 6, ça fonctionne, c'est très efficace. moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de gérer 3 personnes que 50. Mmh. 50, vous avez une hiérarchie en râteau, vous avez des relais et vous n'avez pas le quotidien. C'est très facile. Enfin, moi, j'ai géré 50 personnes, ça s'est super bien passé. À 3, vous avez les problèmes familiaux qui arrivent, les problèmes de santé, les problèmes financiers, les coups de mou pour X raisons, j'ai mal dormi parce que c'est la pleine lune. Il y a tout ça. Et puis vous le mangez. Puis comme vous êtes pareil, parce que vous êtes humain, alors les lendemains de pleine lune, il y en a une de mon équipe, on sait qu'il faut pas qu'on se parle, quoi. Je rigole, t'as mal dormi, moi aussi. Bon, à demain. Voilà. C'est pas la peine parce on est chacune un peu tendue, un peu agacée, donc ça va mal se passer. Donc à demain. Bon, voilà, à demain. C'est pas grave. Et on en rigole. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de gérer une petite équipe qu'une grande équipe. Ouais. Et encore une fois, Intéressant. mon D'accord. organisation est pas du tout en râteau. On m'a demandé un jour de faire un Mmh. organigramme. La consultante, justement, m'a demandé de faire un organigramme. Alors, j'aurais pu faire, et tout le monde est multitâche aussi. Enfin, on a un poste référent, mais on sait faire aussi autre chose. Et puis, je me suis dit: «Mais je peux pas faire donc j'ai dessiné un bonhomme. J'ai pas fait un râteau, j'ai fait dessiner un bonhomme. Alors, qui étaient les oreilles, qui était la bouche pour la communication externe, qui étaient les pieds, les jambes qui faisaient avancer, qui était le cœur, qui était le sol sur lequel on s'appuie». Quand je leur ai donné mon organigramme, elles ont été, mais époustouflées, les filles. Ouais, bon, me dit: «Là, c'est bon, là. Il faut que tu arrêtes. Enfin, je sais pas ce que tu prends, mais il faut que tu arrêtes». Mais après, en expliquant, elles ont totalement compris. Voilà, le cœur de Des épices à Maggie, c'est l'atelier. S'il y a pas l'atelier, il y a rien qui marche. Les jambes, c'est toutes les ventes. Si les ventes top, il y a rien qui marche. Voilà. Après, moi, j'avais dessiné un œil visionnaire. Ça, c'est moi. Il faut me laisser du temps pour avoir les visions. Si j'ai pas de vision, on n'a pas de développement, on n'a pas d'innovation, on va mourir. Donc, pas tout de suite, mais bientôt. Et une fois qu'on a fait cet Mmh. organigramme un peu rigolo, eh ben, les filles l'ont imprimé et mis au mur et ça fait 10 ans, 6 ans que j'ai fait ça, ou 7 ans. Et c'est devenu une blague. Et bah ouais, mais toi, t'es l'oreille gauche, alors c'est pas pareil que l'oreille droite, parce que j'avais une oreille vers l'extérieur et une oreille vers l'intérieur. Voilà. Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et oui. C'est très valorisant aussi, c'est très valorisant pour les personnes de votre équipe, parce qu'elles ont chacune une singularité que vous avez identifiée et sur laquelle vous comptez pour que l'entreprise fonctionne au collectif. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est vraiment la grande leçon que j'ai eue, c'est-à-dire que intuitivement, je gère j'ai même fait une organisation adaptée à la personnalité de chacune à un moment. C'est-à-dire que donc c'est toi t'es meilleur là-dedans, tiens, je vais plutôt te mettre là, et ça de toute façon on n'a pas le temps. Enfin, bon, maintenant on est un peu plus strict parce que maintenant l'équipe se connaît bien, donc c'est plus simple. Mais intuitivement, ouais, je mettais les personnes en avant, j'utilisais les compétences humaines de chacune pour faire une activité. Et donc je travaillais en collectif, sauf que je l'avais pas compris. Et une fois qu'on l'a compris, ça roule. Hmm. Ça roule.
Mais parce que j'ai pas été formée, enfin, pas formée, mais j'ai pas baigné là-dedans. Personne n'avait mis le mot dessus. Et les neurosciences m'ont complètement éclairée. C'est cool. Bah oui, c'est exceptionnel. Vous m'aviez dit justement que vous aviez recruté des femmes pas pour leur genre et que finalement vous avez une équipe, vous êtes 6 femmes et qu'aujourd'hui vous le revendiquez. Oui, c'est C'est ça. vraiment un choix. Ouais. Alors, encore une fois, le recrutement, il a toujours été un peu bizarre. C'est-à-dire que je postais une offre d'emploi, etc. Et il y avait toujours, j'avais que des femmes, la plupart du temps, j'avais que des femmes. Et des femmes avec des diplômes qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que je demandais. Mais en même temps, il n'y a pas de, si, il y a des diplômes pour tenir une boutique, mais on demande tellement plus de choses. C'est-à-dire que moi, quand je mets quelqu'un dans ma boutique, j'attends qu'elle utilise son cerveau pour analyser le comportement des gens. Si on met un produit que les gens passent devant, le regardent mais n'achètent pas, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le mot qui va pas? Enfin, c'est important tout ça. Donc je demande des gens intelligents et qui savent utiliser leur cerveau. Et je veux pas des exécutants. Je supporte pas. Enfin, je supporte pas. Je sais pas gérer des exécutants. Non, je sais pas. Ça me demande trop d'énergie de leur mâcher le travail. Je sais pas faire. Et donc forcément, j'avais des femmes qui venaient avec des diplômes. Alors j'ai eu un bac+8 à un moment en politique internationale. Et grâce à elles, on a des procédures écrites. Voilà. Sans elles, les procédures n'étaient pas écrites. Donc chacune a apporté sa petite pierre à l'édifice. Et étonnamment, comme j'avais que des femmes, à un moment, j'ai dit, on sera que des femmes. Voilà, c'est bon. On le revendique et alors c'est pas légal, ok, brave, mais on le revendique. Et puis les mecs, vous avez suffisamment de boulot à droite à gauche. Les filles, c'est plus compliqué. Et voilà. Il y a un autre truc aussi, il y a quelque chose que j'avais mis en place dès le démarrage, c'est les commissions sur l'atteinte aux objectifs. Et je trouvais, mais parce que dans l'informatique, j'ai trouvé ça toujours très nul, je trouvais que c'était aberrant que ce soit les commerciales ou les vendeuses. Enfin, dans l'informatique, moi j'ai eu une activité commerciale, donc j'avais des primes sur chiffre d'affaires, etc. Mais mon assistante n'en avait pas, alors que c'est elle qui prenait les clients au téléphone, c'est elle qui me rappelait des choses à faire, qui gérait l'agenda, etc. Et donc j'avais mis en place que mon assistante ait aussi des primes. Et quand j'ai monté des épices à Magny, j'ai dit, quel que soit le poste, tout le monde a le même taux de commission par rapport à l'atteinte aux objectifs. Voilà. La fille à l'atelier, si elle prépare mal sa commande, à un moment, on perd le client. Donc, même si elle n'est pas en contact direct avec le client, elle a quand même une prime sur le chiffre d'affaires. Et tout le monde a le même salaire, sauf une référente atelier, parce qu'elle a un job un peu plus. Et tout le monde connaît son salaire. Alors, c'est pour ça que le collectif, elle l'avait. C'est peut-être même moi qui l'ai influencé sans le savoir, que ça m'a heurté, mais alors que c'est ce que je faisais, quoi. Donc, c'est là où j'ai vraiment appris, humainement. Donc, je me suis débarrassée de tout ce qu'on avait pu m'apprendre pendant 30 ans. Et vous êtes allé construire un collectif très sensible, très humain, très subtil, alors que dans les méthodologies peut-être des entreprises que vous aviez fréquentées, dans l'informatique, c'était peut-être un petit peu, comme vous l'aviez dit, en mode américaine ou un peu plus brut de pomme et un peu plus radical. Là, vous travaillez vraiment avec l'humain. Donc, j'ai l'impression que là, on façonne de la matière comme quand vous faites votre recette avec vos épices. C'est une matière qui est vivante, c'est une matière qui bouge beaucoup et qui est très sensible. Et c'est vraiment la chose que j'ai appris, c'est-à-dire que je pense qu'au fond de moi-même, c'est ce que je voulais, sauf que comme j'avais été déformée pendant 30 ans avec des méthodes un peu plus dures et que je dois être quelqu'un un peu directif aussi naturellement, il m'a fallu du temps pour enlever tout ce qu'on m'avait appris et faire ressortir ce que j'étais, alors que je le faisais de manière inconsciente. Et c'est pour ça que les filles, il y a un moment, c'était compliqué parce que je devais à la fois leur donner un message de on est tout ensemble, etc. et en même temps, de temps en temps, claquer. Et c'est compliqué. Et j'ai enlevé toute cette vieille peau là, tous ces vieux réflexes. Et de temps en temps, je les ai. Mais maintenant, je les identifie. Donc, je fais hop. Mais de temps en temps, ça ressort.
Mais c'est 30 ans de déformation qu'il a fallu que j'enlève. Et ça, je crois que ça a été le plus dur. Ça a été le plus dur. Mais le plus valorisant. C'est génial, c'est une aventure humaine extraordinaire là que vous nous racontez, c'est Ouais, passionnant. oui, Euh, Vous avez une équipe en or, ouais, ouais, ça on va ouais, le dire quand même. ouais, vraiment. Sur un autre volet, vous m'avez dit que pour vous, l'éthique prime avant tout. Alors là, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette approche-là parce que vous avez des partenaires dans le monde entier, principalement en Inde, mais enfin, voilà, vous les avez cherchés, vous les avez sourcés, vous les recrutez, et vous les sélectionnez pour certaines compétences, qualités et respect de vos engagements à vous. Donc, vous m'aviez parlé du bio, de l'équitable, du travail des femmes rémunérées. Vous avez monté donc une filière pour pouvoir accéder à tous ces produits de très haute qualité. Comment ça se passe pour vous et racontez-moi votre rapport à l'éthique et à cet engagement. Et là, pour le coup, il y a de la radicalité puisque voilà, Oui. ça passe ou ça casse en fait. Vous prenez ou vous prenez pas. Voilà. Je vais vous raconter, c'était au Sri Lanka. Alors, le Sri Lanka, c'est un pays qui est très compliqué parce que quand on y avait été, il y avait encore la guerre civile entre les Tamouls et les Singalais. Enfin, c'est un peu compliqué. Et en plus, les Chinois qui arrivent pour faire les ports. Enfin, bon, c'est un pays socialement très difficile. Alors, tous les gens que je connaisse qui sont allés au Sri Lanka en touriste ont trouvé ça génial parce que les paysages sont super, les gens sont gentils, la côte est belle, on fait de la plongée sous-marine, etc., etc. Et nous, avec mon mari, on a vu un autre pays. Donc à chaque fois, je dis oui, oui, puis j'en parle pas et on a vu un autre pays qui nous a vraiment déplu. Ça a été difficile. Quand vous allez voir des producteurs, par exemple en Inde, à la fin, il y a toujours un officiel de toute façon. Et à la fin, il y a toujours la photo entre les producteurs, leur famille et l'officiel. Et sur toutes les photos en Inde, tout le monde a la banane. Tout le monde est content de vous avoir reçu. Vous avez du thé. Ils vous ont montré leur clou de girofle, leur poivre, leur cannelle, etc., etc. Et tout le monde sort comme ça. Au Sri Lanka, on avait été voir 2-3 plantations qui étaient labellisées bio et équitables. 2-3 plantations de cannelle. Et à la fin, la photo officielle, comme d'habitude. Et tout le monde, les visages fermés. Et ça représente vraiment, ça représente tout ça. C'est-à-dire, il y a un tel niveau de corruption, il y a tellement de tensions entre les ethnies que l'ambiance générale est difficile. C'est vraiment difficile. Et alors, donc je vois ça, donc je dis tiens, c'est quand même un autre pays. J'ai un autre rendez-vous j'avais trouvé un Autrichien qui s'était installé là-bas et qui faisait beaucoup d'épices bio, etc. Et j'aime bien aussi de temps en temps voir des Européens qui ont monté leur boîte parce qu'on peut avoir un discours où la différence de culture n'existe pas. Quand vous parlez avec un Indien, il y a forcément une différence de culture, même si vous avez la barrière de la langue et une différence de culture. Allez voir un Européen, c'est bien parce qu'il y a moins de différence de culture. Donc vous pouvez poser des questions beaucoup plus abruptes, peut-être beaucoup plus claires, sans avoir peur de heurter la personne en face. Bon. Donc on y va, donc en plus c'était un peu loin, on y va, et on est accueillis par ce mec-là, on boit le thé, etc. Et deux trucs qui m'ont fait, alors c'est que de l'intuition ou un ressenti, deux choses qui m'ont complètement pas plu. C'est on arrive, on est servi par des jeunes filles, donc 10-12 ans, et ce mec-là, je me rappelle plus de son nom, nous dit je gère un orphelinat de filles à côté. Et je suis là, mais tu gères un orphelinat et tu les fais travailler pour nous servir du thé? Bon, ça me plaît pas. Donc il nous fait visiter sa plantation et il avait fait, et il était très fier d'avoir mis, c'était pratiquement des voies romaines. Je veux dire, toute sa plantation était pavée avec des gros cailloux, c'était plein, mais des voies romaines. Et il était très fier de ça. Je m'en fous moi de ça, de ta plantation. Enfin, montre-moi. Et c'est pas la première plantation et je suis agro, donc moi c'est la plante, est-ce que je vois des enfants qui travaillent dans les champs, est-ce que je vois des sacs d'engrais, enfin c'est ça que je regarde. Moi sa voix romaine, j'en avais rien à faire. Et tout de suite, mais très éloquent, très grandiloquent et aucun, on se dit ce mec-là il a aucun contre-pouvoir, aucun contre-pouvoir.
Donc là, moi, j'aime pas le bonhomme. Enfin, j'aime pas le bonhomme. Et après, il nous raconte qu'il avait été arrêté par la police pour trafic de drogue, même si c'était pas vrai. Donc, il était mal vu. Alors, le Sri Lanka est un pays compliqué, donc c'était un voisin qui l'avait dénoncé. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais à tel point que je me suis dit, mais si on continue avec lui, moi, je vais finir en compost. J'ai fait un film, finir un compost dans ses serres. J'aime pas le bonhomme, j'avais un peu peur. Et mon mari me dit, mais t'es complètement fada. Mais je dis, ouais, mais je suis peut-être fada, mais j'aime pas le bonhomme. Il nous a offert un jus d'orange, je l'ai jeté par terre, j'ai peur d'être empoisonné. Mais je m'étais fait un film. Mais après coup, on s'en fout du film. Et puis c'est ridicule, je suis d'accord. C'est complètement ridicule. Mais le bonhomme me déplaisait. Il m'a donné des échantillons, ses produits étaient parfaits, mais le bonhomme m'a totalement déplu. Et j'ai dit, je travaillerai jamais avec ce bonhomme-là. Jamais. Les tarifs étaient bons, le produit était bon. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas travailler avec ça. Et il y a pas de raison valable, à part les filles, l'orphelinat, là, qui m'a pas plu. Il y a pas de raison valable, mais ça, je ne veux pas, parce que j'aurais toujours un doute sur le produit que j'ai. Est-ce qu'il a pas été cueilli par des enfants? Est-ce que l'orphelinat de filles qui fait à côté, il n'y a pas des trucs louches? Enfin, voilà. Donc, j'ai pas travaillé avec lui. C'est vraiment l'exemple le plus typique. D'autant plus que vous en avez rencontré beaucoup, beaucoup. Pour Oui, monter toute voilà. votre Donc, filière, voilà, ouais. vous êtes obligé de sélectionner aussi sur une part intuitive et beaucoup plus impalpable, mais qui vous parle à vous, en tout cas. Parce que C'est c'est pour ça. vous, Ouais, c'est ouais. pour vos produits et c'est pour vos clients. Ah oui. Puis il faut que je sois à l'aise. Faut que je sois à l'aise. Mais c'était ridicule. Hein. Mon mari s'est foutu de moi pendant des années. On composte dans ses serres. Mais voilà, c'est que il y a une telle ambiance avec un peu d'imagination, mais puis on est toujours un peu en dehors de tout dans une plantation. Enfin, on est loin de tout. Donc il y avait toute une ambiance dont j'avais pas, voilà, pas aimé le bonhomme. Alors qu'il y a des planteurs, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai appris plein de trucs. Super. Voilà. Voilà l'éthique. Oui, voilà l'éthique et aussi l'amour des gens parce que vous avez parcouru pas mal de pays pour aller à la recherche des bons produits et justement avec votre œil d'agronome et de femme qui aime le vivant, le végétal, les recettes, la cuisine. Et donc vous m'aviez dit que les principales épices venaient d'Inde, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Vous êtes une éternelle voyageuse. Vous êtes tout le temps. Très bien. Mais j'ai quand même une boîte à faire tourner. Voilà. Je voyage pas autant que prévu, que voulu d'ailleurs. Mais en fait, petit à petit, en fait, j'avais des relais. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un bon boulot, qu'est-ce que j'avais? Ouais, quand quelqu'un fait un bon boulot au Cambodge, j'ai pas besoin d'y aller. C'est le copain d'un copain. Il m'a été recommandé. Ben là, j'ai pas besoin d'y aller. Le gars, il fait du bon boulot, donc je vais pas refaire son travail à côté. Donc je me base sur ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à un moment, faut savoir aussi dire que je suis pas la seule à faire ça. Donc il y a d'autres sourceurs et des gens qui font du bon boulot. Donc quand il y a la confiance qui est établie, etc., ben je travaille avec eux. C'est ça. C'est qu'à un moment, il faut être réaliste. C'est-à-dire que moi, je pars pas le 1er janvier pour rentrer le 30 décembre avec mon sac à dos en faisant le tour de l'Asie. J'aimerais, hein, mais non. La vraie vie, elle est pas comme ça. Donc, il y a des pays comme ça où je me base sur des gens connus. Mais il me faut En une relais. confiance. Ouais, il faut une confiance. D'accord. Et démarrage, vous aviez envie plutôt de servir les entreprises et vous vous êtes dit, je vais commencer par les particuliers grâce à la boutique pour après aller toucher les entreprises. Vous nous expliquez un peu comment vous avez construit votre clientèle et qui sont vos clients? alors, dès le début, je voulais importer, mais je savais que ça allait être un peu plus long. Mais dès le début, je voulais faire mes propres mélanges. Donc, il me fallait une sorte de laboratoire, une cuisine. Et j'ai pas trouvé de local. Et je voulais travailler avec les pros parce que dans mes anciens métiers, en informatique, je travaillais qu'avec des professionnels. Et moi, le grand public, j'avais pas de contact avec le grand public. Je savais pas comment faire. J'avais jamais fait. J'avais pas forcément beaucoup d'appétence pour ça non plus. Mais donc, je voulais travailler avec les pros et faire le côté artisan, en fait. Et j'ai pas trouvé de local. Et tout d'un coup, il y a un magasin qui est un peu excentré, mais qui est joli comme tout. Enfin, avec des travaux, il est joli comme tout. Et je me dis, bah écoute, tant pis, je vais commencer par un magasin. Et
et puis je me mets un petit atelier tout petit au bout du magasin, comme ça, au moins je fais. Et puis c'est pas grave, quand il y a personne, j'appellerai mes pros et tout. Sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que vous pouvez pas être au téléphone avec un professionnel quand vous devez accueillir quelqu'un qui pousse la porte. Vous savez jamais quand quelqu'un va pousser la porte. C'est pas des rendez-vous. Il pousse la porte, il pose des questions, il faut les accueillir, etc. Donc j'ai vite embauché. Et après, j'ai voulu développer les pros. Sauf que les horaires du magasin m'obligeaient à être au magasin. En fait, ça a toujours été ça. Et maintenant, c'est clair. J'arrive à travailler avec les pros parce que je me suis dégagé du temps hors du magasin. Mais ça a été long à mettre en œuvre. Ça a été très long à mettre en œuvre. Et puis maintenant, on a un atelier, etc., etc. Mais le magasin, c'est aussi quelque chose que j'avais pas compris. Moi, je pensais que si j'ai pas de clients, je peux travailler sur autre chose. En fait, c'est quand vous n'avez pas de clients, vous travaillez pour le magasin parce que il y a les prix qui se sont envolés, il y a la remise en rayon, il y a les achats, il y a la poussière, il y a plein de choses. Il y a ça marche pas, je vais le déplacer, ou je dis que je l'arrête, je le mets en promo. Enfin, il y a plein de travail. En fait, le magasin, quand il y a personne, il y a du boulot. Donc, quand vous ouvrez 50 heures par semaine, il y a 50 heures de magasin. Il y a pas 20 heures parce que j'ai vu des gens que sur 20 heures et 30 heures où je peux faire autre chose. Non, non. 50 heures de magasin, c'est 50 heures de magasin. Et une fois que je l'ai compris, je me suis dit, là, il faut que j'embauche une commerciale parce que là, j'y arrive pas. Donc, on a commencé comme ça, en fait. Et j'ai eu du mal à me dégager du magasin. Et après, il a fallu mettre l'atelier en place. Alors, l'atelier, c'est un process. Alors, comme j'aime bien les process, ça a été, mais il faut faire comprendre le process. C'est pas que mélanger trois poudres. Hein. Il y a des recettes bien établies, il y a de la traçabilité agroalimentaire, il y a des zones où on fait pas rentrer les cartons sales. Enfin, voilà, tout ça, ça a été aussi long à mettre en place. Donc, j'ai été longtemps à l'atelier pour faire passer tous les messages. Parce que en fait, comme j'embauche jamais quelqu'un qui est formé pour le job, ce que je trouve pas, puis que je pouvais pas, enfin voilà, c'est le feeling aussi du recrutement. Il faut passer du temps pour faire passer les informations et le message. Et un carton qui vient de dehors, il a une zone dans l'atelier, il est interdit de passer cette zone-là. Voilà. Parce qu'il a pu traîner sur la piste de chien ou n'importe quoi. Donc, là, il y a une barrière virtuelle. Tout ce qui vient de l'extérieur s'arrête. Mais ça c'est... même si on le comprend, les automatismes, pour des gens qui n'étaient pas du métier, c'est compliqué. Mais moi, comme j'étais agro, j'ai labo, donc c'est inné. Et en fait, c'est aussi ça qui est important. C'est savoir passer des choses qui vous semblent évidentes et qui sont pas évidentes pour les autres. Alors ça aussi, j'ai aussi appris. Ce qui vous paraît évident, c'est pas évident pour les autres, donc il faut l'expliquer. Et réexpliquer. Et réexpliquer. Et être vigilant sur le fait que ce soit bien expliqué. Ah, mais ça, c'est aussi... Et bien, mais j'ai énormément grandi humainement. Hein. Bon, c'est con, j'ai oui, c'est ce 60 qu'on ans. comprend à travers votre... J'ai 60 ans. J'aurais bien aimé être comme ça à 40 ans. Mais c'est pas grave. Déjà, je l'ai. Comme ça, hein. Un peu tardive. Non, je pense que voilà, c'est une expérience. Vous aviez acquis d'autres choses avant. Voilà, Oui, la oui. partie très, très humaine est arrivée, dans la subtilité est arrivée après. Ouais. Ah, c'est vraiment ça que j'ai appris. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre livre? Alors, pourquoi le poivre? Qu'est-ce que vous avez mis dans ce livre? Est-ce que vous êtes une passionnée de poivre depuis longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette aventure Alors, éditoriale? j'ai écrit un premier livre sur les épices. Et en fait, je me suis dit, c'est cool. Et en fait, j'aime bien écrire. Voilà, j'aime bien écrire. Avoir son livre dans les mains, c'est un peu touchant. Après, même si l'objet n'appartient plus, hein, mais c'est assez touchant. Puis je me suis dit, j'écrirais bien un autre livre, mais je savais pas sur quoi. Et puis c'est vrai que le poivre, c'est une porte que j'ai ouverte tardivement, et tardivement, je me suis aperçue que c'était vraiment quelque chose d'assez vaste, d'assez intéressant. Et comme je me suis cultivée un peu sur le poivre, on a même fait du woofing avec mon mari dans une plantation de poivre à récolter et à sécher du poivre. Quand on a été, voilà,
Je suis un peu jusqu'au boutiste des fois, donc on a été dans cette plantation-là. Bon, le planteur est devenu un copain maintenant. Et comme je m'étais dit, j'aimerais bien réécrire un bouquin. Et par mon réseau, j'avais croisé 2, 3 auteurs de bouquins dans l'édition Le Sureau, les petits traités. Ben, je les ai contactés en disant, j'aimerais bien écrire un bouquin sur le poivre, est-ce que ça vous intéresse, etc., etc. Et les éditions Le Sureau m'ont dit, allez-y, ouais, ça nous plaît. Et alors, le premier livre que j'ai écrit, c'était 1001 secrets sur les épices. Là, l'éditeur était très présent, c'est-à-dire qu'il fallait que je livre toutes les semaines tant de paragraphes ou tant de mots, enfin, qu'importe, qu'il avait validé mon plan, enfin, c'était très cadré. Et quand il y avait des tournures de phrases qui lui plaisaient pas, on repassait dessus, enfin, c'était très accompagné. Alors que là, chez Le Sureau, c'est pas du tout accompagné. Donc là, moi, je me suis sentie, oula, c'est un peu compliqué pour moi, mais je l'ai fait. C'était aussi une belle démarche parce que bon là je suis pas accompagnée du tout donc youpi. Et quand il est sorti, mes clients étaient contents, ils se vendaient. Enfin après on fait pas ça pour l'argent parce que j'ai dû gagner 15 € perso en 5 ans 6 ans donc en droit d'auteur donc et il a été élu meilleur livre culinaire catégorie épices par le Gourmand Awards. Et alors là champion du monde, je suis là quand même rigolo. Mais c'est dans ma personnalité, une fois que c'est fait, c'est super, mais je passe à autre chose, quoi. C'est horrible, hein. C'est horrible pour les gens qui vivent avec moi. Et donc là, j'en ai écrit un autre sur le gingembre et le curcuma. Alors maintenant, évidemment, Génial. je veux avoir aussi un awards. Donc maintenant, je me suis mis la barre un peu haute. Voilà. Et alors, D'accord, vous ouais, êtes voilà. fixé des objectifs. Voilà. Ah oui, mais je suis vraiment câblée comme ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que des fois, alors ça c'est une anecdote, mais c'est assez marrant. C'est là ma promo, il y a quelqu'un de ma promo de l'agro qui décide de fêter les 40 ans de la promo. Bon, j'ai dit ok, j'y vais parce que je veux pas faire. Voilà, pourquoi pas, quoi. Et là, il y a un groupe WhatsApp et donc tout le monde se présente un peu. Il y a des copains que j'ai pas vus depuis 30 ans ou 40 ans. Ouais, ben dis donc, Sylvie, elle a écrit 2 bouquins et ouais, je les ai lus. Je passe dans son magasin. Et en fait, ah ouais, vous avez lu mon bouquin alors qu'on était étudiants ensemble. Et là, je suis là, ah ouais, quand même. Parce que c'est un objet qui, une fois qu'il est écrit, il vous appartient plus. Donc voilà, donc c'est rigolo. Et en fait, j'aime bien écrire, mais c'est chronophage. Et si on revient en neurosciences, c'est pas le cerveau est pas il est pas dans la même mouvance. Quand je fais ma compta, il est carré. Quand je suis avec le commercial, il est créatif, etc. Et dans la concentration d'écrire un bouquin, c'est autre chose. Et donc, je peux pas faire les 3 dans une journée. Enfin, je vois bien mon cerveau, il rebouge et c'est fatigant. Donc, j'ai un peu de mal à trouver des plages horaires et à me réorganiser. Bon, après, plus, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça, c'est important aussi parce que ça fait partie de la vie. C'est que mon mari est tombé malade 2 fois de suite et là, il est décédé il y a 1 an et demi. Et donc, pendant ce temps-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Et depuis qu'il est décédé, il y a beaucoup d'énergie à recréer. Et donc là, je suis en phase de reconstruction, en fait. Et l'écriture arrivera une fois que je serai reconstruite. C'est encore trop tôt. C'est vraiment, il faut être apaisé pour écrire. Ou s'appeler Baudelaire et être complètement tordu, enfin complètement en vrac. Mais moi, je suis pas Baudelaire, j'écris des trucs un peu carrés, donc il faut être apaisé. Et c'est pas encore ça. Bon, ça va revenir, hein, mais c'est pas encore ça. Voilà. Mais ça fait partie de la vie, hein. Oui, et puis j'ai l'impression que c'était un partenaire de vie et même si c'est votre entreprise, Des Épices à ma guise, il a beaucoup contribué, il vous a beaucoup suivi dans vos aventures entrepreneuriales. Ah oui, mais Stéphane, c'était mon compagnon de vie, c'était mon compagnon. C'était pas mon âme, je sais pas si c'est mon âme sœur, mais c'était mon compagnon. Voilà. Donc là, il y a une phase de réorganisation de la maison, du boulot, de l'équilibre. J'ai 2 chiens, 2 chats, une chèvre. Heureusement, les enfants sont grands, donc il n'y a plus besoin. Mais il y a plein de, parce que c'est ça aussi quand on monte une boîte, on travaille tellement que toute la logistique de la maison, il faut se réorganiser. Et c'est pour ça que le partenaire est hyper important. Hyper important. Soit et vous pouvez déléguer une femme de ménage et dans ces cas-là, tout va bien.
soit vous gagnez pas votre vie, et donc la logistique, le ménage, le repassage, la bouffe, etc., elle doit être bien partagée. Il faut pas avoir un compagnon qui vous aide, il faut avoir un compagnon qui soit dans le truc. Et moi, mon Stéphane, mon mari, il a toujours été dans le partage des tâches. Et ça, pour celles qui démarrent des boîtes, faut vraiment l'intégrer, quoi. Si elles ont un macho et trois nouveau-nés ou 3 jeunes enfants, peut-être attendre un peu, quoi. Enfin, faut être constant. Ça va pas être simple. Il faut se faire aider. Enfin, faut avoir une femme de ménage ou quelqu'un à côté, parce qu'autrement c'est trop. Enfin, je l'ai vu, hein, des copines des nanas qui sont devenues des copines qui avaient des jeunes enfants, 10, 12, 15 ans, etc., avec un mari qui était un peu feignant, quoi. Bah, elles ont vite arrêté, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut Oui. que le partenaire, et puis des fois le partenaire il est là, tu t'amuses bien avec ton nouveau jouet, quoi. Hmm. Oui. Oui, c'est un engagement de couple. Oui, ouais, ouais. Hmm. Ouais, c'est vraiment important, et souvent pour les femmes, alors ça aussi je trouve que c'est important, c'est souvent les gens voient les femmes, alors elles font du VDI, du conseil à domicile, elles font des petits jobs, etc. Donc c'est des petits compléments de revenus, hein. C'est de la santé, c'est du bien-être, ou c'est la cuisine, c'est des trucs très féminins, très petits, très petits, à la fois au niveau engagement et au niveau finance, et dans un domaine féminin, les enfants, la bouffe, le bien-être. Bim. Alors que c'est pas ça, monter une boîte, c'est monter une boîte. Quand on est patron de boîte, je dis pas patronne, hein, je dis patron, on est patron de boîte. Hein, c'est pas petite gérance en auto-entrepreneur, c'est patron de boîte. Et même quand on est auto-entrepreneur, c'est une micro-entreprise. Faut pas minimiser ça. Et il y a vraiment un regard sexiste sur la notion de créateur et créatrice de boîte, de société. Il y a la petite nana, la petite nénette qui va faire son truc de bien-être, ou le patron de boîte qui va faire des trucs avec des milliards, etc. Non, il y a les gens au milieu, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y a des petites boîtes tranquilles au milieu, et ça nécessite un engagement, du travail, et que le partenaire tienne le choc. Hmm. Voilà. Et j'en ai vu, Merci. hein. J'en ai vu plein. Ouais. Et Merci c'est triste, hein. de reclarifier. Ah ouais, c'est triste, hein. Moi, Ouais, j'avais une ouais. copine qui faisait du thé, qui sélectionnait, qui commençait à faire ses propres mélanges. Ben, ça n'a pas tenu. Au bout de 3 ans, alors après, il y a l'administratif, les charges, etc. Donc ça aide pas non plus. Mais au bout de 3 ans, elle a arrêté. D'ailleurs, elle s'est séparée et elle a arrêté. Son couple n'a pas tenu. Hmm. Donc faut pas. Enfin, c'est. Et quand il y a des clubs de femmes entrepreneurs, alors moi j'y vais plus parce que tout le monde dit c'est dur avec les enfants. Comme moi, mon fils, il a 28 ans, j'ai plus ça, mais c'était toujours les témoignages qu'on entendait. C'est compliqué avec les enfants, c'est compliqué avec le mari. Oui, oui. Il faut avoir un mari qui tienne le choc, enfin un compagnon ou une compagnonne, enfin qu'importe, mais que le binôme soit en partage des tâches et un compagnon. C'est-à-dire que quand on monte sa boîte, l'autre il est dedans, hein, et qu'il le veuille ou pas, il est dedans. Il y a une baisse de revenus, il y a une Il augmentation faut du croire. travail. Pardon? Puis il doit croire aussi Ouais. en sa compagne ou son compagnon. Et C'est respecter. ça aussi, c'est Ah vraiment. oui, et respecter. Voilà, respecter. Même s'il comprend pas. Mm, mm, J'ai une copine comme ça qui est kinésiologue pour animaux, donc c'est très particulier. Donc je l'ai fait intervenir parce qu'à un moment, mes chiens c'était compliqué à la mort de mon mari. Bon, je l'ai fait intervenir, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et elle m'a raconté qu'à un moment, elle était au téléphone avec une de ses clientes dans la voiture, son mari conduisait, et sa cliente l'a remerciée parce qu'effectivement, ça avait solutionné le gros problème qu'ils avaient avec leur animal. Bon. Et son mari lui a dit, ah mais donc ça marche ton truc. Et elle me l'a raconté, et elle était heurtée. Et j'ai dit, ouais, bon, en même temps, tu fais quand même un truc un peu spé quand même, enfin, kinésiologue déjà, pour humains, tout le monde connaît pas, mais alors pour animaux, voilà, c'est un peu particulier. Et je lui dis, oui, mais tu peux le voir comme ça. Donc, effectivement, bon, il est surpris que ça marche, bon. Mais tu peux le voir aussi que il t'a laissé faire, même s'il comprenait pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Mais maintenant, il peut comprendre, donc c'est encore mieux.
Donc, il t'a laissé faire Mmh. parce qu'il t'aime et puis qu'il respecte ta capacité à faire. Maintenant qu'il a compris, bah, tu as un vrai compagnon de vie. Mais au début, elle était heurtée. Elle disait, en plus, il pense que je fais des trucs. Bah, tu fais des trucs quand même. Kinésiologue pour chien, quand même. C'est particulier, quand même. C'est singulier. Et ça marche. Et Hem, voilà. Bon, bref. Ça, c'est la part du compagnon. Et c'est hyper important. ouais, merci de l'avoir, reclarifié. C'est la première fois qu'on en parle aussi clairement sur ce podcast et je trouve que c'est très intéressant. Alors quand on est solo, c'est encore une autre histoire. On en parlera peut-être avec une autre invitée. Ouais, parce que ça, je sais pas. Ouais. Hem, Bah, je ouais, commence à ouais, savoir tout parce à que fait. maintenant, je suis solo. Mais ma Oui, boîte est bah, lancée. oui, c'est une Mais ma nouvelle boîte est aventure lancée. qui démarre. Ouais. C'est autre Oui, chose. c'est Mais ma vrai. boîte est lancée, donc c'est plus pareil. Une dernière question avant la fin de cet épisode. Est-ce que vous diriez que c'est la curiosité, la ténacité qui ont été des valeurs essentielles dans votre parcours? Et sinon, bah, sur quelle qualité personnelle, en fait, vous avez construit votre business? Enfin, on en Alors, a entendu plein, hein. curiosité, ça, c'est clair. Mm. Ténacité, ouais, il faut. Il faut. Et alors, même si des fois, j'étais plutôt assez rapidement découragée, le fait d'avoir des salariés, de toute façon, vous êtes obligé d'être tenace. Vous n'avez pas le choix. C'est comme avoir des enfants. Et vous avez une responsabilité humaine. Parce qu'il y a des fois où je me suis dit, j'en ai marre de travailler 50, 60 heures par semaine pour gagner la moitié du SMIC. J'en ai marre des gens, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de pas décoller, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai marre des impôts, j'en ai marre de la compta. Mais dès que vous avez des salariés, bah, t'en as marre, ma fille, bah, t'avances quand même, quoi. Voilà, t'avances. Dès qu'il y a des salariés, de toute façon, la ténacité, elle est obligatoire. On ne peut pas lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. Et moi, j'ai quand même géré 2 ans et demi d'un mari avec un cancer en fin de vie qu'on savait irrémédiable et de tenir ma boîte. Et là, il y a eu des moments où je me suis dit, si j'étais salarié, je me mettrais en arrêt maladie, mais vraiment, quoi. Enfin, et ben non, on n'est pas salarié, on se met pas en arrêt maladie et il y a des gens qui comptent sur vous, quoi. Leur salaire, leur famille, il y a pas le choix. Il y a pas le choix. On se lève le matin, on y va et on sourit, puis on essaye de faire du bon boulot. Et on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Les salariés, on n'a pas le droit. Surtout des femmes. Enfin, je sais pas pourquoi, mais Encore plus. encore plus. Parce que moi, je sais, les enfants, enfin, voilà, on prend le café ensemble, ben, tel enfant qui a tel problème. Voilà, après, il y a différents âges, etc. Enfin, et ben, elles parlent de leurs Mm. gamins, donc plus que les. Moi, je travaille dans des milieux de mecs, les mecs ils parlent pas de leurs gamins, ils vont parler de leurs vacances, ils vont parler du resto qu'ils ont fait, enfin, mais pas de leurs gamins ou très peu, De sport. ou de sport, voilà, bon, ou de bagnole, enfin bon. Enfin, c'est caricatural, mais à la limite du resto, du week-end, de leurs copains, mais pas de leurs enfants. Là, les femmes, elles parlent Mm. de leurs enfants, donc tu dis si tu payes pas leur salaire, c'est pas. Mm. C'est pas qu'un gadget, c'est pas le mec qui va plus pouvoir se payer un resto, c'est t'as des gamins derrière, donc il faut pas, faut pas. Donc la ténacité. Mm. Bon, puis après, moi ce qui m'a toujours, c'est le mouvement. Donc l'intérêt de monter cette boîte, c'est que quand on s'ennuie d'un truc, on en invente un autre. Voilà, un truc qui marche, mais je mets quelqu'un qui continue à le faire marcher, puis j'invente autre chose. Voilà, c'est ça, Mm. c'est le mouvement. Mais la ténacité, ouais, vous avez raison, c'est vital. C'est vital. C'est ce que j'avais entendu chez vous dans notre court entretien avant aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Sylvie? J'ai commencé. Maintenant que j'ai fait tout le tour, que ça roule, que l'équipe est bien, que moi je suis, enfin voilà, j'ai envie de trouver un repreneur ou une repreneuse et de l'accompagner sur la reprise de Des épices à Maïs. Parce que, alors sans mon mari, forcément il y a un truc qui s'est cassé. Enfin, ça c'est normal. Là, je suis capable de faire le quotidien, je suis capable d'avoir un plan de développement, de recherche et de développement et d'innovation sur 2-3 ans. Mais monter un autre magasin à Nantes, c'est ce qu'il faudrait faire pour la pérennité de la société. J'ai plus la force. J'ai plus la force. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est les
tous les trucs auxquels, la mort de mon mari, la maladie, qu'importe. C'est-à-dire que pour le bien-être pour la pérennité de l'entreprise, il me faut du sang neuf. Il faut me remplacer. Et c'est pas triste, hein, c'est comme ça. Donc je cherche un repreneur ou une repreneuse que j'accompagnerai. C'est-à-dire que je veux pas vendre des parts à un investisseur. De toute façon, on gagne pas assez pour attirer les investisseurs. Donc ça c'est bien. Les Margoulins, ils vont regarder le bilan, ils vont dire oh là, c'est n'importe quoi. Donc quelqu'un qui reprenne mes parts et que j'accompagne, qui garde les valeurs, qui garde l'équipe, qui soit intégré à l'équipe et puis qui ait plus soit d'argent, soit de niaque, soit d'énergie, soit voilà, pour continuer à développer l'entreprise. Et puis moi, il faut que je passe à autre chose. D'accord. Et il n'y a pas de tristesse. Hein. C'est il faut savoir, c'est ça aussi. Il faut savoir s'arrêter un moment parce que là, si je continue, on va continuer 4-5 ans. Mais dans 5 ans, la boîte forcément, elle va diminuer parce qu'il n'y aura pas de 109, il y aura pas de. J'ai plus l'énergie. Moi, je peux plus travailler 70 heures par semaine, c'est fini. Ou 60 heures, c'est fini. Monter un magasin à Nantes, c'est ce qu'il faudrait faire. Non, j'ai plus cette énergie. Il y a plein de trucs qu'il faudrait faire et j'ai pas l'énergie, je l'ai plus. Donc il faut le savoir et il faut passer la main, il faut savoir s'arrêter. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ouais. Et encore une fois, j'ai des salaires, hein, des salariés. Donc je pourrais arrêter, vendre mon stock, liquider, voilà, mettre mon magasin en location. Enfin, je pourrais faire ça. Mais imaginez. 5 familles, 5 filles. Non, c'est pas possible. Non. Ouais. Dont une qui est à 2 ans de la retraite. On fait pas ça. On fait pas ça aux gens. On fait pas ça aux gens. En tout cas, c'est dit. Si quelqu'un écoute ce podcast et a envie de se lancer dans l'aventure, des épices à ma guise et puis. Bon, Sylvie, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps, votre énergie et toutes ces expériences de vie que vous nous avez confiées. C'est précieux. Merci beaucoup. Je vous souhaite de prendre encore beaucoup de plaisir avec votre équipe et de grandir encore humainement parce qu'on n'a jamais fini. Et puis, merci aussi à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui ont suivi cette première saison du podcast Flamboyante et Entrepreneuse. C'était une saison... merci à vous, merci d'avoir pensé à moi. Bah oui, mais ça me semblait évident parce que vous avez un parcours tellement riche et on l'a vu, on aurait pu rester 3 heures ensemble, mais à un moment donné, il faut couper. En tout cas, je dis à tout le monde qu'on va se retrouver en septembre pour une seconde saison. Et si vous aimez ce format, merci de partager votre écoute en faisant une story sur Instagram ou un post sur LinkedIn en citant mes invités et moi-même. Et abonnez-vous pour être informé des futurs épisodes, commentez, déposez des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Bref, je vous demande de vous manifester pour que ce podcast soit encore plus visible et durable, parce que pour qu'il soit durable, il faut des écoutes. Pour qu'il soit visible, il faut des écoutes et il faut des gens qui écoutent et qui disent qu'ils écoutent. Donc voilà, c'est le lot de notre monde d'aujourd'hui, de partager sur les réseaux quand on aime quelque chose pour que ce soit encore plus entendu. Merci encore Sylvie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée et merci infiniment pour tout ce que vous nous avez partagé avec le cœur, on adore, c'est vraiment, vous étiez au bon endroit ici ce matin. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!